Salut les amis, voilà, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la somatisation en psychologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je vais vous parler un peu de ça, d'où ça peut provenir. Et je vais commencer directement. Quand on parle de somatisation, on parle du soma. Le soma, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le corps. Donc, c'est finalement faire passer par le corps certaines tensions accumulées dans le psychisme. D'une certaine manière, le corps va traduire en symptômes des problèmes accumulés donc par le psychisme. Voilà, c'est ça que ça veut dire, c'était tout simple. Je vais passer directement sur un mode PowerPoint pour mieux vous expliquer. Donc, c'est un trouble qui est fréquent et qui est sous-évalué. C'est important, sous-évalué. Elle constitue un moyen que l'organisme a de se protéger d'une souffrance psychologique. Comprenez bien, plutôt que de faire péter le cerveau, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un quota énergétique dans le corps. Bah oui, pendant que je me préoccupe d'une douleur corporelle, je pense moins. C'est tout bête, mais c'est presque un détournement d'attention en mode automatique, si vous voulez. Lorsque les troubles somatoformes sont chroniques, le traitement se base sur une psychothérapie ou sur la prescription d'antidépresseurs, mais bon, on reviendra un peu sur la thérapeutique plus tard. Donc dans la définition, la somatisation, c'est l'expression d'une souffrance intrapsychique ou psychosociale par des plaintes corporelles. C'est-à-dire, en fait, je me rends absolument pas compte que qu'en réalité, c'est ma psyché qui crée ça. Pas du tout. Moi, ce que j'ai, c'est simplement une souffrance corporelle. Ce qui serait intéressant, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de se poser la question où a mal la personne. Parce que, selon la localisation, eh bien, on pourrait quand même avoir des informations quant au problème psychique qui est à la base de ça. Je donne un exemple tout bête, hein. C'est évidemment là je vous fais quelque chose à 2 balles comme on dit, hein, mais imaginons que une personne, une jeune femme, pour les hommes c'est un peu plus compliqué, c'est pas par là que ça va se marquer, je vais vous expliquer pourquoi, mais pour une femme par exemple qui ferait des cystites chroniques, ça pourrait montrer une forme d'envahissement, si vous voulez, du territoire. La personne se sent envahie dans le territoire, on peut le marquer avec son urine, et donc psychologiquement, territoire, envahissement, hop, je crée la pathologie qui me fait uriner souvent et qui me crée des douleurs aussi, voyez-vous. Ce serait presque une métaphore en fait du trouble psychique. En bref, les choses sont pas toujours aussi simples et j'insiste, Dieu sait que j'adore la psychologie, mais vous le savez, j'adore le développement personnel et j'adore la naturopathie. J'aime ce qui est en rapport aussi avec la médecine. Je pense qu'avant de se lancer dans un diagnostic psychologique du style cystite égale problème dans le territoire, peut en tout cas provenir de là, pourrait venir de là, je pense qu'il est plus raisonnable au départ de se poser quand même des questions de fond. Est-ce que la personne urine sur des planches, par exemple sur des toilettes, dans des toilettes qui sont propres? Est-ce que la personne mange correctement? Vous savez qu'un désordre intestinal, certaines bactéries peuvent sauter très très facilement au niveau urogénital. C'est pas rare du tout. C'est même là où les hommes développent souvent des cystites, hein, parce que fatalement, de par la disposition anatomique, leurs organes génitaux, eux, sont protégés, en tout cas plus facilement de l'intrusion de bactéries. Par contre, les femmes, c'est pas le cas. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là tout de même à respecter, à savoir quand même des questions de base. Peut-être que la cystite vient d'autre part. Mais imaginons que la personne fasse des cystites à répétition et qu'elle ait été voir un médecin et que ce médecin en ait passé tout en revue, mais il n'y a rien à déclarer. On peut se poser la question de la somatisation, bien sûr. Et donc la somatisation, voilà, c'est une douleur. C'est une douleur ou un dysfonctionnement qui aura lieu. Donc c'est l'expression le plus souvent de troubles anxieux et de l'humeur.
Les médecins parlent de troubles psychosomatiques, fonctionnels, de somatisation, de troubles de conversion ou somatoformes, selon un peu le type de vocabulaire qu'ils manipulent. Selon la classification internationale des maladies, les troubles somatoformes sont caractérisés par des symptômes physiques associés à des demandes d'investigation médicale. Ça, c'est une caractéristique. La personne a peur. Elle a peur. Donc, elle éprouve des douleurs et elle a peur. Elle veut absolument un diagnostic. Et là, les diagnostics ont été posés, on a fait des tas de recherches et il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai personnellement une amie qui manifestait des désordres assez intenses, il faut le reconnaître, au niveau intestinal. On a eu beau lui passer tout ce qu'on voulait, il n'y avait rien du tout. Pas d'inflammation, pas de polype, rien qui explique ça. Si ce n'est les problèmes d'humeur, les problèmes psychosomatiques. Voilà. Et depuis un certain temps, parce qu'il y a eu des changements dans sa vie, ces troubles n'existent plus. Disparu comme par enchantement. Voilà. La présence avérée d'un trouble physique authentique ne permet pas de rendre compte de la nature ni de la gravité des symptômes du patient. Le patient s'oppose à toute hypothèse psychologique. Quand vous lui dites un truc pareil, automatiquement, elle vous dit c'est pas possible. Ah oui, parce que c'est beaucoup. Parce que, alors, là, c'est quand même tout de même quelque chose que je vais vous expliquer. La personne n'est pas responsable de ça. Ce n'est pas la partie du système nerveux, si vous voulez, qu'elle peut contrôler. On parle ici du système végétatif. Végétatif, c'est ce que vous ne contrôlez pas. Moi, je ne contrôle pas les battements de mon cœur, je ne contrôle pas... Il y a plein d'échanges là qui se font dans mon corps, je ne les contrôle pas, voyez-vous. Et tout ça, c'est le système végétatif, entre autres, qui contrôle ça. Et malheureusement, ce type de symptômes, eh bien, c'est le système végétatif qui, lui, a pris le relais et est hors contrôle. Donc, vous pouvez bien essayer de faire, avec votre volonté, essayer de faire disparaître, ça ne marche pas. C'est ça. Alors la personne se dit mais enfin c'est pas possible. C'est pas moi qui peux provoquer ça. Parce que elle se dit comment est-ce possible? Je ne le désire pas. Et non, c'est une partie du système nerveux qui le fait. Et voilà. Mais tout comme je pourrais vous dire ah bon c'est vrai pour l'instant il y a des échanges de liquide qui se font dans mon corps. Ben moi je perçois pas comment c'est possible ça. Moi, je ne l'ai pas voulu. Ben non, mais ça se fait, c'est automatique. Eh bien, c'est une automatisation, si vous voulez, qui se fait. Et donc, les gens ont l'impression que ça peut pas être possible. Ça se déroule, mais ils se disent que réellement, ils devraient pouvoir sentir que c'est eux qui ont fait ça. Mais non, c'est impossible. Voilà. Le patient s'oppose à toute hypothèse psychologique, donc il ne veut pas pouvoir expliquer ses troubles, même quand le contexte l'évoque ou qu'il existe des symptômes dépressifs ou anxieux manifestes. Et je peux vous assurer qu'en règle générale, les anxieux ou les dépressifs, vous leur dites « mais c'est toi qui le crée ?» Non. Mais sans le vouloir, mais non. Bon, évidemment, on ne leur dit pas comme ça. La somatisation est sous-évaluée, elle est estimée à peu près à 10% de la population. Il est estimé, qu'environ 10% de la population sur la vie entière était concernée par un problème de somatisation et que 25% des patients en médecine générale souffraient de troubles somatoformes. 25, c'est énorme. Quand même un quart des patients. Donc vous vous rendez compte de cette histoire. Un tiers des symptômes en médecine générale sont médicalement inexpliqués. 75% sont améliorés ou disparaissent après une consultation médicale, mais 25% restent chroniques. Donc, regardez un peu, 75% disparaissent après une consultation médicale. C'est vous dire tout de même, juste parce qu'une autorité, quelqu'un qui, logiquement, doit savoir, s'est penché sur notre cas et donc on est rassuré. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui explique en grosse partie le pourquoi beaucoup de personnes ont du mal, par exemple, de changer de médecin ou remettre certaines choses en cause. Bon, c'est comme dans tous les métiers, on a du mal à le digérer, mais c'est comme ça, c'est comme dans tous les métiers. Il y a des bons médecins, il y a des médecins qui sont peut-être moins consciencieux.
Et il y a des médecins qui ont une très bonne réflexion, puis il y a des médecins qui ont peut-être une moins bonne réflexion. Ça ennuie tout le monde parce que on se dit sous le couvert des études, ah ben oui, mais enfin il a fait X années d'études, donc il doit savoir. Mais c'est du n'importe quoi. Du grand n'importe quoi, évidemment. Vous savez, on ne s'étonne pas, chez les avocats, on ne s'étonne pas d'avoir ce qu'on appelle des ténors du barreau. C'est quoi un ténor du barreau? C'est quelqu'un qui excelle, évidemment. Donc il est au-dessus, voyez-vous. Et puis il y a des avocats qui sont en dessous, parce que c'est comme ça, sont moins bons. Et bien la médecine, c'est exactement la même chose. Mais si vous dites à quelqu'un qui est comme ça, allez changer, ou pas comme ça, la plupart des gens changer de médecin, si ça ne va pas, aller voir quelqu'un d'autre pour avoir un autre avis médical, non. Parce qu'il faut absolument, lorsque c'est le médecin, c'est la parole divine. Vous voyez, Dieu a parlé. Et donc, si Dieu nous dit « vous avez rien », c'est que vous avez rien, donc on est vachement rassuré. On préfère ça. Et parfois, on vous dit, Dieu a dit « vous avez quelque chose », ça aurait été « vous n'avez rien aussi ». Ça existe aussi, tout existe. C'est pour ça que, à mon sens, et Dieu sait que j'aime la médecine, et j'aime les médecins, je trouve que c'est un métier formidable, mais je pense aussi, et je reviens un peu à l'idée socratique, le père de la médecine, qui dit que vous êtes votre premier médecin, quand même vous, qui devez être un peu à l'écoute de vous-même aussi, et de vous connaître un peu. Dans le cas de la somatisation, il est vrai que c'est très compliqué parce que ça nous échappe. Bon. Et qu'on ne peut pas faire tout seul non plus. Les femmes et les populations précarisées sont les plus touchées. Il existe des facteurs prédisposant à la somatisation, par exemple les abus sexuels dans l'enfance, la somatisation chez les parents. Si vous avez déjà des parents qui somatisent, vous aurez peut-être un peu plus tendance à somatiser également. Symptomatologie, les troubles de somatisation se traduisent par la présence de symptômes physiques multiples, récurrents et variables. Ceux-ci concernent souvent l'appareil gastro-intestinal ou la peau. Souvent, pourquoi ? Parce que le système digestif, c'est un énorme système. C'est peut-être un des plus gros avec le système nerveux et la peau. Bon, voilà. Ce sont trois grands systèmes. Dans le corps. Donc c'est souvent eux qui prennent et qui expriment le plus facilement. Alors, ils peuvent aussi se révéler sous forme de règles douloureuses ou de douleurs vaginales pendant les rapports sexuels, etc., etc. On peut avoir ça. Ces symptômes ont donné lieu à de nombreuses investigations médicales négatives. Le syndrome douloureux somatoforme persistant se traduit, lui, souvent par une douleur intense et persistante, non expliquée entièrement par un problème physique ou physiologique dans un contexte émotionnel et ou des problèmes émotionnels ou psychosociaux. Donc, on peut avoir des douleurs persistantes. Vous savez que ça peut être une douleur persistante dite organique, comme ça pourrait très bien être une douleur persistante musculaire, par exemple. Il y a des gens qui se fichent toujours au même endroit, alors que ils ne font pas un mouvement. Je vous donne un exemple. Quand un coiffeur exerce son métier et qu'il utilise pour sécher les cheveux souvent son épaule droite, par exemple, c'est un peu normal que chez eux, ils aient plus facilement des problèmes au niveau de l'épaule. Mais si quelqu'un utilise très rarement son épaule droite et qu'elle a vraiment des douleurs intenses au niveau de l'épaule droite, qu'elle a été voir un ostéopathe, elle a été voir le kiné, on a passé des radios, elle a été voir le médecin, on ne voit rien et il n'y a rien en termes de problèmes bio-anatomiques, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette douleur, voyez ? Il y a peut-être autre chose. Les troubles de somatisation ont un retentissement familial, social et professionnel. Oui, ça se mixe. Bon, voilà. Pourquoi on somatise ? C'est donc le moyen qui est mis en œuvre par l'organisme pour se protéger de trop grandes tensions psychiques. Alors vous pourriez me dire, oui, mais pourquoi faire un truc pareil, ça fait mal ? Oui, d'accord. Mais comprenez bien quelque chose. Votre cerveau, s'il explose, s'il est dysfonctionnel, ça, c'est votre général. Je veux dire, je peux vivre avec une épaule qui me fait vachement mal. Je peux vivre à la rigueur avec une douleur abdominale, même si on ne décèle rien du tout, mais je peux vivre avec ça. Et je peux vivre avec de la nausée. Je peux vivre avec ça. Mais si mon cerveau, lui, il explose, je ne peux plus vivre. Donc le général, c'est lui. Si lui,
il est out, fini, on ne sait plus faire grand-chose. Donc fatalement, il préférera envoyer des informations ailleurs dans le corps pour que justement la tension puisse se cristalliser là-dessus et que ça puisse atténuer la douleur, tout simplement. Le corps exprime à grands cris une souffrance psychique. Différents facteurs contextuels ont été mentionnés comme possibles causes de somatisation. Par exemple, des antécédents traumatiques dans l'enfance, exposition dans l'enfance à des décès. Mais des décès, des décès peut-être qui ont été vus et ressentis comme traumatiques. Vous voyez, tous les décès ne le sont pas. Il y a des décès, entre guillemets, qui sont préparés. On peut s'attendre à la mort de quelqu'un, à l'accompagner dans la mort, etc. Il peut y avoir un échange. On parle de choses traumatiques. Les divorces, des divorces aussi mal gérés, ça peut donner ça. Maladies graves dans la famille ou des douleurs chroniques chez les membres de la famille, etc., etc., etc. Il faut savoir que, d'une certaine manière, une situation, quelle qu'elle soit, parce qu'on pourrait en ajouter, vous savez, la perte d'un emploi, la perte d'un ami, alors symbolique ou réel, la perte d'un ami, ça peut être un ami qui part à l'étranger, je ne le perds pas, mais je perds peut-être ma relation, en tout cas j'ai l'impression de perdre ma relation, parce que je ne le vois plus aussi souvent, et hop, je développe quelque chose. Il faut voir en fait le degré d'investissement de la personne, et qu'est-ce que ça peut faire. Donc tout ça va jouer, tout ça va jouer un rôle. Il a été aussi observé que les patients présentant à l'âge adulte un trouble somatoforme auraient eu des parents renforçant l'expression somatique chez eux au détriment de l'expression des émotions. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des parents qui renforcent ce côté-là. Par exemple, plus les parents sont anxieux parce que vous avez un trouble somatoforme, plus ils sont anxieux, plus ils augmentent votre tension psychique, donc plus ils ont une tendance à cristalliser votre douleur. Oui, c'est un peu normal. Alors que lorsque les parents comprennent la douleur, mais invitent aussi à ce que l'enfant puisse exprimer son ressenti, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense, etc., etc., c'est peut-être plus facile de gérer ces troubles somatoformes. Et on remarque quand même que les parents qui ont eu un comportement eux-mêmes, des comportements où réellement il y avait de la somatisation, on peut plus facilement tomber là-dedans aussi, en tant qu'enfant. Les personnes souffrant de dépression majeure, tout comme celles qui ont des troubles anxieux ou des troubles affectifs, présentent plus de symptômes de somatisation. La somatisation est associée à des troubles de la personnalité dans 50 à 70% des cas, 70% pour mes amis français, personnalité histrionique, personnalité antisociale, personnalité évitante, obsessionnelle, compulsive, dépendante, narcissique, etc. On peut se retrouver avec ça. Bon, là encore, je suis, ce sont des statistiques, mais vous dites pas, tiens, si j'ai somatisé, c'est que fatalement, je suis là-dedans. On peut somatiser sans forcément avoir une personnalité évitante ou obsessionnelle, compulsive ou dépendante ou narcissique. On s'entend. Mais c'est vrai que, en tout cas, avoir ce type de comorbidité, si vous voulez, augmente vos chances de somatiser. C'est sûr. Solution, j'ai envie de vous dire, les troubles somatoformes, donc de manière classique, ils sont pris en charge avec des antidépresseurs. Si la personne qui somatise a conscience de son trouble, elle peut suivre une psychothérapie, psychanalyse, thérapie cognitive, cognitivo-comportementale, thérapie familiale, thérapie corporelle, thérapie systémique, relaxation, tout ce que vous voulez. Le but étant de remettre de l'ordre là-dedans. Bon. Je sais que dans certains cas, certaines personnes, et je le remarque de plus en plus, et j'insiste, je suis un défenseur des médecines naturelles. Mais j'estime aussi que de plus en plus, on voit de l'intégrisme dans les médecines naturelles, ce qui fait peur, voyez-vous. Alors, par exemple, un enfant qui a une pneumonie, moi j'ai des enfants, un jour j'ai une de mes filles qui a eu une pneumonie, je n'ai pas commencé à la soigner avec des tisanes de thym. Il faut arrêter de déconner. Donc,
qu'est-ce que j'ai fait? Comme tout parent qui se respecte, le diagnostic a été posé par un médecin, la pneumonie était déjà avancée, elle a été à l'hôpital. Et heureusement. Et je remercie la science de nous avoir quand même donné des médicaments qui aident à se soigner de ça. Parce qu'avant, on en mourait. Bon, maintenant, j'ai pris le relais aussi avec la médecine naturelle, avec un peu d'aromathérapie, Ok, c'était le plus. Mais alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est exactement la même chose ici. J'ai de plus en plus de clients qui me disent « Oh, mais non, elles sont par exemple dans un burn-out, quelque chose d'épouvantable, ou alors elles ont de la somatisation, un truc de fou furieux. » Et en fait, elles refusent de prendre des antidépresseurs. Et donc, elles prennent certaines choses naturelles, un peu de millepertuis, etc., etc. Mais il faut arrêter. À un moment donné, si le trouble il est trop fort, moi qui suis pas branché médicaments, mais quand il faut, pendant un laps de temps. Et puis après, on peut prendre le relais avec la médecine naturelle, mais de grâce. N'amplifiez pas un trouble parce que vous avez peur de vous soigner. Après, j'ai pas dit qu'il fallait prendre des médicaments comme ça, les avaler comme on avale des bonbons. C'est pas de ça dont je suis en train de parler. Mais je pense qu'il faut raison garder. À un moment donné, si les troubles sont trop forts, eh bien, il faudra peut-être donner quelque chose pour calmer le système nerveux. Et puis, encore une fois, ce sont des thérapeutiques qui peuvent évoluer. On peut passer après sur la médecine naturelle, et puis la psychothérapie prend le relais. On fait un ensemble. Mais vous bloquez pas, c'est ça que je veux dire. Parce que on ne se rend pas compte, mais parfois on fait pire que mieux. Pire que mieux. Et donc les troubles deviennent de plus en plus forts, se renforcent, et là, ça ne va pas. Et donc c'est quelqu'un qui prône la médecine naturelle, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, voilà, et j'espère que ça continuera longtemps, ne prend pas de médicaments, je n'ai pas à prendre de médicaments, ça fait bien longtemps que je n'ai pas pris un antibiotique, je me soigne, et si j'ai un petit boubou, j'ai essayé de le soigner avec des choses naturelles, mais voilà, je ne suis pas complètement fermé, et même pas du tout, aux médecines aussi dites classiques, même s'il faut surveiller tout ça, et qu'il ne faut pas avoir n'importe qui, et que parfois, même dans le classique, avoir un contre-diagnostic, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Passez une excellente journée ou soirée, ça dépend un peu quand vous me regarderez. Et puis, et voilà. Salut et à la prochaine. Au revoir.